48 mois de prison et une amende de 5 millions de francs CFA, le tout ferme pour Marcel Tankwano, Alain et Lukman Sawadgo relaxés au bénéfice du doute. Tous les détails sur le verdict du procès de l'appel à faire à incendier le palais du Mogonaba dès l'entame de cette édition. À la une également, les 96 heures du financier, 96 heures pour renforcer la cohésion sociale entre les élèves et rehausser les différentes cultures des communautés présentes. Après avoir donné le top départ des activités, le ministre Bassol Mabazi a animé une conférence publique. On en parle dans cette édition. Après 5 mois de renforcement de compétences au sein de l'Institut supérieur d'études de protection civile, les officiers sapeurs-pompiers de la 11e promotion ont reçu leur parchemin de fin de formation ce matin. L'ambiance de cette cérémonie solennelle à suivre également dans ce 20h. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Le verdict du procès de l'affaire appel à incendier le palais du Mogonaba est connu depuis ce matin. Les peines vont de 6 mois à 4 ans de prison avec des amendes allant d'1 million à 5 millions de francs CFA. Marcel Tankwano écope de la plus lourde peine, 4 ans et une amende de 5 millions de francs CFA, le tout ferme. Pascal Zaïda et Abdul Karim Baguian Dilota écopent eux de 30 mois de prison ferme plus 2 millions d'amendes. Lukman Sawadgo et Alain et Boukari Konombo ont été relaxés au bénéfice du doute. Le point avec Abdou Gamienye. Marcel Tankwano s'en sort avec la plus lourde peine. 48 mois de prison, soit 4 ans et une amende de 5 millions de francs CFA, le tout ferme. Il est déclaré coupable de complicité d'incitation à un attroupement, complicité de la mise en danger de la personne d'autrui et incitation à la dégradation de biens. Les journalistes Lukman Sawadogo et Alain Traoré dit Alain poursuivis pour complicité par non-dénonciation et Boukari Konombo sont relaxés au bénéfice du doute. Pour leurs avocats, le tribunal a rendu une décision sage puisque le tribunal est saisi dans le cadre de l'appel à incendier le palais du Mogonaba et non pour connaître de l'affaire de tentative de déstabilisation du pouvoir. Une décision courageuse a été rendue ce matin. Vous avez suivi avec nous tous les débats qui ont eu lieu. Les débats qui tantôt ont penché vers l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats ont plusieurs fois martelé que ce n'est pas pour ces faits-là qu'ils sont poursuivis devant la juridiction correctionnelle. Le tribunal a rendu une décision sage, mais une décision courageuse. Pour le reste, Tankwano, Marcel et autres ont reçu des peines allant de 48 mois fermes à 6 mois avec sursis, je crois, si ma mémoire est bonne. Il appartiendra à leurs avocats ainsi qu'à ces prévenus-là d'adopter la meilleure des stratégies. Est-ce qu'ils feront appel ou est-ce qu'ils vont acquiescer la décision qui a été rendue ce matin? Les autres prévenus sont également reconnus coupables de complicité de mise en danger de la personne d'autrui et complicité par non-dénonciation. Ainsi, Pascal Zaïda et Abdul Karim Baguian Dilota sont condamnés à 30 mois de prison et d'une amende de 2 millions de francs CFA, le tout ferme. Désiré Ginko, lui, écope de 12 mois de prison et une amende d'1 million, le tout ferme. Le tribunal ayant statué en premier ressort, les prévenus ont 15 jours pour faire appel. Des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif du foncier urbain, le gouvernement burkinabé a mis en place un programme de restructuration. Le ministre chargé de l'urbanisme et des affaires foncières a tenu donc ce vendredi une rencontre de concertation avec les présidents des délégations spéciales. L'objectif était de leur présenter ce programme qui interviendra dans 13 communes et qui va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations urbaines et à l'apaisement du climat social lié au passif foncier. Le gouvernement s'est engagé à mettre de l'ordre dans des zones d'habitation spontanée et d'appurement du passif foncier urbain. En effet, pour créer des conditions de vie dignes dans les zones non loties, il a été élaboré un document.
Un document qui prend en compte les 13 communes chefs-lieux des régions. Selon le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Mikailou Sidibé, ce document a été élaboré de manière participative avec les acteurs concernés. Et cette rencontre avec les présidents des délégations spéciales a pour objectif de présenter le programme aux premiers responsables des communes concernées. Aujourd'hui, recueillir leur avis également, comment eux aussi ils voient la question. Et parce qu'on a couplé à cette question des zones d'habitat spontané la question du passif du foncier urbain. Or, vous savez, la question du passif relève, on va dire, de la responsabilité surtout des collectivités territoriales. Donc, c'est les différents lotissements à succession là, qui ont créé, qui ont engendré, on va dire, ce passif-là. Et nous pensons qu'avec leur présence, ils vont nous formuler également leurs visions, leurs recommandations pour qu'on puisse consolider le document-là. Et qu'une fois qu'on va démarrer la mise en œuvre, on ne soit plus dans les tâtonnements et que tout le monde aura en son temps donné son avis. Selon Mikailou Sidibé, 3 axes stratégiques ont fait l'objet des discussions lors de cette rencontre de concertation de programme. Il s'agit de la connaissance des quartiers d'habitat spontané existants, l'intégration des quartiers spontanés existants et prévention de la survenue de nouveaux quartiers d'habitat spontanés. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir résoudre de façon vraiment définitive la question des non-lotis. Et comme nous avons prévu également une troisième composante, un troisième axe qui va nous aider à contenir une fois qu'on aura développé tout ce programme-là pour éviter justement la prolifération à niveau de ces zones d'habitat spontané-là. Plus de 2000 milliards de francs CFA est le budget alloué pour la mise en œuvre du programme. Selon le recensement général de la population et de l'habitation de 2019, le taux d'urbanisation était de 26,1% contre 22,7% en 2006. Nous en venons à cette activité classique qui se tient chaque année au sein de l'École nationale des régies financières. Il s'agit des 96 heures du financier, une activité qui vise à renforcer la cohésion sociale entre les élèves et rehausser les différentes cultures des communautés présentes. Le top départ de l'activité a été donné ce matin par le ministre chargé de la fonction publique. Juste après, le ministre Bassol Mabazi a animé une conférence publique sur le thème « Le renforcement de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique ». Le compte-rendu est signé à Somta Somé, Maxime Jean de Bambara. C'est une conférence publique qui marque le lancement officiel des activités des 96 heures de l'École nationale des régies financières, ENAREF. Les élèves de l'ENAREF sacrifient ainsi à la tradition à travers l'organisation de 96 heures du financier. L'objectif est de renforcer les liens entre les élèves et l'administration publique. Cette activité se veut également, selon le délégué général des élèves Jacques Ouedraogo, un moment de communion avec d'autres écoles professionnelles. 96 heures du financier, c'est l'équivalent des journées portes ouvertes en fait à l'ENAREF. On invite à cette occasion des écoles sœurs de formation professionnelle. L'innovation majeure, il s'agit du don de sang également qu'on a innové et également la conférence et le thème surtout. Voilà, nous avions voulu de ce thème qui est le renforcement de la neutralité politique dans l'administration et de la méritocratie. Voilà un thème qui est d'actualité. Renforcement de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration publique, c'est sur ce thème qu'est placée cette conférence publique. Conférence animée par le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié. Pour ce dernier, l'adoption de cette loi vient corriger des injustices que subissaient des Burkinabés et qui ont entraîné le pays dans une crise. La situation difficile que traverse notre pays là, ce n'est pas une situation tombée du ciel. Ce sont les conséquences de nos errements. Ce sont les conséquences de nos insuffisances. Ce sont les conséquences de nos incapacités. Ce sont les conséquences de nos incohérences. C'est aussi les conséquences de notre boulimie et de l'individualisme très approfondi. On peut dire que notre pays connaît des difficultés dont les causes peuvent être exogènes. Mais la majeure partie des causes sont internes. C'est nous-mêmes.
Les 96 heures du financier constituent un cadre d'expression de la diversité culturelle des différentes communautés de l'ENAREF. En plus de la conférence publique, plusieurs autres activités sont inscrites au programme, entre autres un cross populaire, une rue marchande et des prestations artistiques. 24 officiers sapeurs-pompiers ont durant 5 mois suivi un stage de renforcement de capacité au sein de l'ISPEC, l'Institut supérieur d'études de promotion civile. Un stage qui a permis à cette 11e promotion de renforcer ses capacités en technique de lutte contre les incendies, en gestion de secourisme et en technique d'intervention liée aux matières dangereuses. Ce 7 juillet, ils ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre chargé de la Défense et des anciens combattants, Sami Tiemtouri. Ils sont au nombre de 24, dont 2 personnels féminins à recevoir leur parchemin de fin de stage de formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers. Débutée le 6 février dernier, la formation initiale des officiers a été axée sur les risques communs aux pays de l'Afrique subsaharienne et articulée en modules, à savoir le module de chef d'agresse aux pompiers secours, le certificat de chef de grade d'incendie, le module de risque chimique et le certificat de prévention. Après les évaluations, selon le directeur des cours, les stagiaires sont aptes à servir. Mesdames et messieurs, ils sont dorénavant aptes à participer activement à la protection des populations, à la sauvegarde de leurs biens, ainsi que de l'environnement de leurs pays respectifs et partout où le devoir les appellera. En témoignant les résultats atteints, en effet, à l'issue de l'examen final, les stagiaires ici présents ont réalisé un taux de réussite de 100% au module chef d'arrêt et chef de garde. La plus forte moyenne étant de 16,24 sur 20, 10,47 pour la plus faible, avec une moyenne de 13,36 pour la classe. Ces officiers sapeurs-pompiers disposent à présent des connaissances techniques, théoriques et pratiques pour commander l'engagement des secours dans le cadre d'une sauvetage et des secours d'urgence. Des objectifs atteints selon le délégué et major de la promotion. Je pense que tout n'a pas été difficile, dans la mesure où nous avons quand même un cadre qui était favorable et toutes les conditions étaient réunies pour un bon apprentissage avec une équipe pédagogique très compétente, très engagée et particulièrement passionnée par le métier de sapeur-pompier. Donc comme on dit, on a le sentiment quand même d'un devoir accompli parce que nous étions venus représenter notre pays qui est le Sénégal et aujourd'hui, Dieu merci, par l'aide de Dieu, on est sorti premier du classement et ça je le dois à mes camarades de promo qui m'ont toujours encouragé à aller de l'avant pour le bien de toute la 11e promotion et parallèlement j'étais le délégué aussi. Créé en 2013, l'Institut au cours du premier semestre a initié 20 stages au profit de 542 stagiaires. Une fierté pour le directeur général de l'ISEPS d'avoir pu former, grâce à l'Institut, 26 nationalités différentes. Dans le domaine des formations, au cours du premier semestre, ce sont au total 20 stages qui ont été réalisés au profit de 542 stagiaires, dont 232 personnels féminins, soit 42,80% des acteurs formés. Ceci illustre parfaitement que l'ISEPS est en phase avec les thèmes émergents, en l'occurrence la prise en compte du genre. Cette école, sans excès d'orgueil, fait la fierté de notre pays. Dans le domaine de la protection civile, elle est le cadre de prédilection pour la formation sur le continent africain, en témoigne l'évolution fulgurante du nombre de pays abonnés. À ce jour, nous comptons avec exactitude 26 nationalités différentes qui ont déjà bénéficié de nos formations. La cérémonie a pris fin avec l'inauguration de la place d'armes dédiée au général de brigade Silas Keita et la visite de la nouvelle salle de sport qui porte le nom du regretté sous-lieutenant Célestin Tapsoba afin de lui rendre hommage pour avoir servi la nation.
De l'Institut supérieur d'études de promotion civile, direction l'école du groupe d'Athiéry A pour la 8e édition de la journée d'excellence, une cérémonie pour rendre hommage aux élèves et enseignants qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2022-2023. Hommage a également été rendu à l'ancien directeur Amadou Kafando, admis au concours professionnel pour le grade d'inspecteur d'éducation de base. L'ambiance avec Sanata Seri. Une fois de plus, l'école du groupe d'Athiéry a respecté la tradition. Les meilleurs élèves les plus méritants ont vu leurs efforts récompensés lors de cette 8e journée d'excellence. L'objectif de cette journée, selon la directrice de l'école, est de féliciter les élèves et enseignants qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2022-2023. Les 3 premiers de chaque classe du CP1 au CM2 ont reçu chacun un présent et un prix spécial a été octroyé aux plus sages de chaque classe. Cette cérémonie marque vraiment l'excellence de notre école que nous avons l'habitude de faire. Sincèrement, je suis très contente. On ne s'attendait pas, les invités ont répondu, les amis ont répondu, les partenaires ont répondu, les élèves ont répondu, très comblés. Et c'est un souhait de bonnes vacances à tous et à toutes. Cette cérémonie qui marque la clôture de l'année scolaire 2022-2023 a été patronnée par le lieutenant-colonel Wenyam Abdel Rachid Sawadogo, commandant de la 3e région militaire. Comme j'aime à le dire, communément appelée école du camp, cette école fait notre fierté. Et pour une fois de plus encore, elle a témoigné de son niveau à travers ses résultats. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment félicitations et bon courage à cette école. C'est de très bons résultats. Et il n'y a rien de tel que quand dans votre zone de responsabilité, vous avez une école qui donne de tels résultats, on ne peut que les encourager et les féliciter. La présente cérémonie de distinction était également l'occasion pour l'ensemble des acteurs de l'école de rendre un vibrant hommage à l'ancien directeur Amadou Kafando, qui a consacré 12 années de sa carrière professionnelle à cette école. À vous, chers directeurs, par vos conseils, votre dynamisme et votre savoir-faire, vous avez toujours su nous galvaniser au travail, au succès, d'où votre célèbre adage. Seuls les efforts font l'effort. Soyez-en rassurés, nous les mettrons en pratique. Nous vous souhaitons une belle mission. Nous n'allons pas vous dire au revoir, car nous savons que nous bénéficierons toujours de vous. Cette 8e journée d'excellence, selon les organisateurs, a tenu toutes ses promesses. Elle a été marquée par une prestation d'artistes, des ballets et des discours de plusieurs personnalités. Rendez-vous est pris en 2024 pour la 9e journée d'excellence de l'école du groupe d'Athiéry A. Sur la base d'une dénonciation anonyme d'un cas suspect de vente de poulets impropres à la consommation au quartier Gunguin, dans l'arrondissement de la ville de Ouagadougou, la police municipale s'est immédiatement rendue sur les lieux. Sur place, près de 600 kg de poulets avariés ont été saisis et incinérés ce vendredi. Reportage. C'est près de 500 kg de poulet et 100 kg de gésier impropres à la consommation qui ont ainsi été retirés du marché et incinérés en présence des services vétérinaires et de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. À en croire Stéphanie Bonzi, chargée de communication de la police municipale de Ouagadougou, la saisie a été effectuée grâce à un appel anonyme. Le message, c'est toujours à l'endroit de la population, c'est les inviter à plus de vigilance dans le choix de leurs produits de consommation et aussi les appeler à dénoncer tout cas suspect sur le marché, comme l'a fait ce citoyen que nous remercions pour cette collaboration qu'il a eue en nous interpellant sur ce cas. La vente de produits aviaires d'importation est réglementée au Burkina Faso. La consommation de poulet avarié peut causer des problèmes de santé publique. Assami Compaoré, chargé à l'organisation de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, interpelle les vendeurs à plus de professionnalisme tout en dénonçant ces ventes de produits impropres à la consommation. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup de maladies, des maladies cardiaques. Tout ça, c'est issu de notre alimentation. Alors, nous remercions grandement la police municipale qui a pu mener l'opération à notre compagnie, parce que ce matin, on était tous sur le champ là-bas et on a vérifié qu'il n'y avait pas de papier. Et les textes interdisent tout produit aviaire qui viendrait d'un autre pays sur notre sol burkina. Parce que tout n'est pas
bien contrôlé. Aujourd'hui, nous conseillons à ceux qui veulent se lancer dans ce commerce de volaille, il y a des papiers afférents, il suffit de faire un tour au ministère du Commerce, vous allez trouver des textes qui régissent le commerce de la volaille et nous avons des grands éleveurs aujourd'hui au Burkina où les vétérinaires sont là, la viande est respectée, les poulets sont suivis, ils peuvent commercialiser. Mais quand on veut le raccourci, c'est ça aussi. Et nous dénonçons ça haut et fort. Nous voulons que les Burkinabés mangent ce qui est de qualité. La police municipale invite également les citoyens à plus de vigilance dans le choix de leurs produits alimentaires et appelle à dénoncer tout cas suspect de produits impropres à la consommation ou des pratiques frauduleuses. On parle sport à présent en vue de la double confrontation contre les Aigles Dames du Mali pour les qualificatifs des Jeux olympiques Paris 2024. Les étalons dames ont livré un match amical contre le centre de formation AS Collectif de Kolgnaba. C'était ce jeudi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Cette dernière mise en jambe du 11 national dames a permis à l'encadrement technique conduit par Pascal Sawadgo de connaître l'état d'esprit du groupe. 25 joueuses ont été convoquées pour cette double confrontation. Les précisions de Yassine Sawadgo. 3 semaines durant, les étalons dames ont mis les petits plats dans les grains en vue des 2 rencontres qui les attendent contre les Aigles Dames du Mali dans le cadre des qualificatifs des Jeux olympiques Paris 2024. Ce match amical constitue le dernier réglage des étalons dames avant le départ ce vendredi pour les Bénin. C'est un groupe de 25 joueuses convoquées par le sélectionneur national pour défier l'équipe malienne dames. Pour Pascal Sawadogo, la phase préparative n'a pas connu de difficultés et son groupe est prêt pour la double confrontation, de même que sa capitaine Balkissa Sawadogo. Ça fait notre 3e semaine. Voilà, cette semaine-là, c'est la semaine du voyage et la semaine des matchs amicaux. On a joué lundi, on a récupéré mardi et mercredi. Ce matin, jeudi encore, on a joué. Voilà, mais le lundi, chaque équipe avait son match. Aujourd'hui, là, on a fait un match normal, 90 minutes. On a procédé à des remplacements. Et voilà, l'équipe est prête pour maintenant affronter le Mali. Nous sommes en forme, nous sommes en pleine forme. Vu ce que nous avons eu à faire durant ces dernières semaines, nous avons eu assez de bagages psychologiques et physiques pour affronter le Mali en double confrontation. C'est une équipe complète et sans blessure des étalons dames pour la double confrontation. Pascal Sawadogo a fait aussi appel à des professionnels pour renforcer son effectif. Au niveau des gardiennes, il y a Ouattara Mariam venu du Maroc. En défense, on a Rama Madina venu de la Turquie et Belém Alima venu de l'Espagne. Au milieu, on a Saoro Damata venu du Maroc. Voilà, dans l'attaque, là où elles sont plus nombreuses, on a Oriata Konaté venu du Mali, Limata Ninkema venu du Maroc, Tamboura Fatmata venu du Ghana, Saoro Balkissa venu du Maroc. Au total, 10 professionnels qu'on a fait appel pour renforcer les 15 filles du championnat local. Sur l'équipe malienne, le maître à penser des étalons dames dit avoir des informations sur elle, mais fait confiance à son groupe. D'abord, nous savons que pour les derniers matchs de phase éliminatoire de la CAN, le Mali a été éliminé par le Sénégal au tir au but. Voilà, 1-1 à Dakar, 1-1 à Bamako, tir au but, le Sénégal s'est qualifié. À la CAN aussi, on a joué contre le Sénégal, qu'on a perdu 1-0. Donc on peut se dire quand même que parallèlement, on connaît un peu les niveaux. Ensuite, on a quelques professionnels qui jouent avec les joueuses, notamment en Turquie. Voilà. Et puis on a eu aussi quelques images sur YouTube. On a pu regarder certaines phases de jeu. Donc plus ou moins, on peut dire qu'on a des informations. Nonobstant l'indisponibilité du stade du 4 août, la capitaine des étalons dames est confiante et ne demande que la bénédiction du peuple burkinabé. Nous aurions aimé jouer à domicile chez nous. Ça nous galvanise encore plus de savoir que nos parents, nos amis et autres sont dans les tribunes en train de nous encourager, de nous soutenir. Mais cela n'empêche pas que nous restons fortes dans la tête, vu que nous nous disons qu'ils vont nous suivre à la télé et les bénédictions nous suivent également. Les étalons dames quittent Ouagadougou ce vendredi pour Cotonou au Bénin, où elles recevront l'équipe malienne dames le 12 juillet prochain.
Le match retour est prévu pour le 18 juillet à Bamako, au Mali. Un rappel, cette double confrontation constitue la première phase qualificative des Jeux olympiques Paris 2024. Ce journal s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.